Merci à tous d'être là pour ce deuxième talk sur le jeu avec la condition photographique. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là tout à l'heure pour écouter Klaus Rinke et Annegret Solto, deux très grands artistes historiques qui ont initié d'une certaine manière, enfin qui ont fait partie d'une des générations qui a initié le jeu avec le médium. Et comme je le disais tout à l'heure, ce jeu s'est poursuivi depuis et a beaucoup évolué. Et j'ai aujourd'hui le vraiment grand bonheur d'accueillir Tursik Emil, c'est-à-dire Ida Tursik et Wilfried Mille, et Rachel de Jode, qui est ici, et que je vous demande d'applaudir si vous voulez bien. Donc Thomas Melander, qui devait se joindre à nous, malheureusement a eu un empêchement de dernière minute, donc il ne sera pas là. Néanmoins, je pense que, évidemment, je suis déçue qu'il ne soit pas là. Néanmoins, je pense qu'avoir 3 invités de cette ampleur en 1 heure était un peu risqué et ça m'inquiétait un peu. Et je ne vous cache pas que d'une certaine manière, je me dis qu'on a comme ça un peu plus de temps et que ça me semble de très bonne augure. Donc, pour reprendre cette notion de jeu avec le médium, dont nous allons parler maintenant pendant ce moment avec nos invités, je voulais retracer un petit peu, comme je l'ai fait tout à l'heure, le cadre de cette réflexion sur le jeu avec la condition photographique qui finalement est l'angle sous lequel nous allons questionner l'œuvre des invités qui sont présents ici. Donc, depuis les avant-gardes des années 1920-1940, des artistes et des photographes s'emparent du médium photographique pour tenter de transcender sa condition figurative, opérant un décollement de sens entre l'objet représenté et le sens qui lui est attribué, inventant un jeu entre le fond et la forme, entre le référent et ses significations, entre l'œuvre et le regardeur. Comme je le disais tout à l'heure et comme je le dirai ici plus rapidement, je vais un peu moins développer mon propos. Ce jeu photographique initié par Duchamp et Man Ray, on pourrait d'une certaine manière en faire remonter les origines à l'œuvre picturale de Marcel Duchamp dès 1911. Et vous verrez que si je dis ça, ce n'est pas par hasard évidemment, parce que nous avons ici 2 artistes qui jouent avec le médium photographique, Tursik et Mille, mais qui ont aussi une œuvre, ou avant tout une œuvre picturale, qui joue avec ce médium. Donc effectivement, en 1911, Duchamp crée un premier autoportrait d'une certaine manière qui se nomme « Jeune homme triste dans un train » et qui est basé sur la décomposition du mouvement à cette époque-là découvert dans le champ photographique et promu par la Société de photographie française. En 1911 et 1912, comme on le sait, il produit aussi 2 versions du nu descendant un escalier qui, là encore, s'articule ou provient d'une décomposition du mouvement qui est basée sur cette science du mouvement qui est alors en œuvre dans le champ scientifique. En 1919, Marcel Duchamp toujours s'empare, comme vous le savez, de la figure de la Joconde et opère un détournement de cette figure en lui ajoutant une moustache. Il intitule, on le sait, pardonnez-moi, en 5 lettres, cette œuvre, L-H-O-O-Q, œuvre qui date de 1919. Je vous laisse le choix de la lire selon ses lettres ou selon sa sonorité. Et vous verrez qu'évidemment, si je fais allusion à cette œuvre, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on retrouve de nombreux éléments de ce type dans l'œuvre de Tursik et Mille, même si, bien évidemment, elle va tout à fait aussi dans d'autres directions. Néanmoins, celle-ci est constitutive de leur œuvre, à mon sens en tout cas. Donc ce jeu avec le médium opère une distanciation avec la condition photographique, c'est-à-dire à la fois avec l'analyse barthienne de la photographie, selon laquelle celle-ci est la trace d'un ça a été, d'un instant capturé. Et c'est aussi un jeu opéré avec l'assignation du médium photographique à la bidimensionnalité, à la planéité.
Il s'agit en ce sens d'un jeu non seulement avec le médium lui-même, mais avec le cadre assigné à la photographie, mais un jeu d'ordre, je dirais, inframince, pour reprendre l'expression de Marcel Duchamp, avec le regardeur. En ce sens, ce qui rassemble ici l'œuvre de Rachel de Jode et l'œuvre de Tursik-Émile, qui sont deux œuvres on ne peut plus différentes, qui s'inscrivent on ne peut plus différemment dans le champ du jeu avec la condition photographique. Ce qui rassemble leurs deux œuvres est effectivement le fait de jouer avec ce cadre, c'est-à-dire non seulement avec la condition photographique, mais aussi en développant leur œuvre dans l'espace de manière presque systématique chez Rachel de Jode et de manière moins systématique chez Tursik-Émile, mais néanmoins fréquemment existante. Donc, comme on l'a vu effectivement tout à l'heure, dans les années 60-70, le renouvellement des pratiques du jeu avec le médium photographique s'articule autour de l'idée réinventée de documentation d'œuvres performatives. Au contraire, le tournant numérique qui, à la fin des années 90, amène une autre forme de jeu avec le médium photographique, incite à trouver de nouvelles formes de jeu avec ce médium, en une hybridation des médiums, une porosité croissante entre ceux-ci, une extension du médium dans l'espace. Cette tridimensionnalité émancipe le médium photographique de son cadre, de sa bidimensionnalité, et met en avant la notion même de jeu dans l'œuvre. Cette notion donc de jeu est au cœur de l'œuvre de Tursik-Émile, comme de l'œuvre de Rachel de Jode, qui encore une fois sont des œuvres tellement différentes et qu'en même temps certains aspects rassemblent. Voilà, donc on va commencer par parler de l'œuvre de Tursik-Émile. Alors c'est toujours compliqué de dire Tursik-Émile quand on a deux personnes en face de soi, Ida Tursik et Wilfried Mille. Néanmoins, je pense qu'effectivement, vous êtes un seul peintre, vous êtes un seul artiste, vous êtes Tursik-Émile. Et par conséquent, quand je parlerai de votre travail, je pense que je m'adresserai à vous comme ça. Donc, on va commencer dans un premier temps par avoir cet échange au sujet de l'œuvre de Tursik-Émile. Puis nous aurons donc cet échange au sujet de l'œuvre de Rachel de Jode. Et enfin, la parole sera donnée à la salle pour pouvoir échanger donc avec les artistes. Donc, Ida Tursik et Wilfried Mille, et après je ne m'adresserai plus à vous comme ça, vous êtes nés l'un comme l'autre en 1974. Vous avez étudié aux Beaux-Arts et vous avez commencé à développer votre travail quand vous vous êtes rencontrés. Après les Beaux-Arts, vous commencez donc à travailler ensemble et vous exposez très vite dans vos galeries. Aujourd'hui, 4 galeries, Pietro Sparta, Almine Reich, Max Etzler, Alfonso Artiaco de Naples, qui vous représentent. Et je ne mentionne pas en général les galeries, mais je pense que là, c'était assez important de le faire dans la mesure où beaucoup d'expositions ont été vues dans ces galeries. Et donc, voilà, je pense que c'était important de situer dans ce cadre. Votre œuvre a également été vue dans de nombreuses institutions. Elle fait partie des collections, notamment du Centre Pompidou, des collections de plusieurs FRAC, de la collection Louis Vuitton et de bien d'autres, évidemment, notamment des collections privées. Et vous avez également reçu de nombreux prix. En 2017, vous avez reçu le prix d'entreprise de la Fondation Ricard à Paris, qui permet au Centre Pompidou d'acquérir une de vos œuvres. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes ensuite nominé en 2019 au prix Marcel Duchamp, qui permet de voir se déployer dans l'espace une œuvre de vous absolument voilà, extraordinaire ou éblouissante, je ne sais pas quel est le terme, dont on reparlera tout à l'heure. Et enfin, en 2020, vous remportez le prix de peinture de la Fondation Simone et Cino del Duca de l'Institut de France, Académie des Beaux-Arts à Paris, où vous faites donc un discours de réception pour ce prix, un discours qui, je crois, a été relativement mémorable. Donc, j'ai le bonheur de vous recevoir maintenant et on pourrait dire d'une certaine manière que votre œuvre est pleinement et entièrement une œuvre picturale, bien entendu, une œuvre picturale d'ampleur. Mais en même temps, elle opère de manière permanente un jeu avec le médium et notamment avec le médium photographique qu'elle prend pour objet et non pour sujet. Donc, comme vous allez le voir, en fait, dans ces œuvres qui vont défiler lentement, mais sûrement tout au long de cette demi-heure,
euh, le, le- le- la photographie est prise non pas comme sujet. Il ne s'agit pas pour Tursik-Émile de prendre le sujet qui figure sur une photographie comme modèle de leur œuvre picturale, mais c'est la photographie en tant qu'objet, en tant que médium, qui est l'objet de leur peinture. Et donc voilà, je vous laisse maintenant nous expliquer quel rôle joue la photographie dans votre œuvre. Tout d'abord, merci infiniment pour l'invitation. J'ai la main qui tremble un peu, mais c'est rare. Dans 3 minutes, moi aussi tout à l'heure. Donc nous, on a effectivement commencé à travailler en 2000 à peu près, en décidant dès le départ d'avoir un travail qui se construit empiriquement. C'est-à-dire que le travail se fait en se faisant, donc il évolue avec le temps. Et donc, pour nous, l'utilisation de la photographie a toujours été utilisée de manière différente. C'est-à-dire qu'à la fois comme un réalisateur pourrait le faire avec un acteur dans un film, c'est-à-dire comme un mot dans une phrase, c'est prendre l'image soit comme star, soit comme simple figurante. Quand on a commencé, la peinture n'était pas très appréciée en France. C'est peut-être ce qui nous a poussé à en faire. Et afin de le faire, on a commencé par des sujets très visibles, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas voir. On est parti à partir d'images pornographiques, c'est-à-dire comment faire un nu au début des années 2000. En même temps, notre travail a commencé avec l'apparition d'Internet, ce qui faisait qu'on avait une banque d'images à disposition qui était complètement gigantesque. Et j'aime à me représenter cette idée comme Cézanne qui irait aller au marché acheter 3 pommes pour les peindre. Alors effectivement, quand on a, enfin nous avons pas mal réfléchi ou discuté ensemble, et cette notion d'aller chercher un modèle dans la photographie, elle est évidemment au cœur de votre œuvre, finalement comme elle l'est au cœur de l'œuvre de nombreux peintres qui peuvent choisir effectivement de représenter le modèle ou de représenter le sujet qui figure dans une image photographique. Et pourtant, comme on le voit, dès ces images qui finalement reproduisent la photographie elle-même, y compris son cadre, hein, et qui apposent des éléments picturaux sur cette reproduction de la photographie, le jeu auquel vous jouez sans doute est tout à fait différent. Et comme vous commenciez à le développer tout à l'heure, le médium photographique pour vous est non seulement un outil, mais c'est aussi une sorte d'élément lexical. Est-ce que vous voulez développer cet aspect pour moi, pour nous? Ça suit un mouvement donc de faire, donc en faisant les choses qu'elles se font. En 2002, on avait peint une page arrachée d'un magazine, mais en peignant juste le portrait. Donc c'était un portrait repeint. Donc c'était peint bêtement ou idiotement, juste reproduire l'image. Quelques années plus tard, après avoir vécu avec cette image qui traînait sur le sol de l'atelier, l'image qui s'était abîmée, qui avait vieilli, le temps qui passait, elle prenait une toute autre ampleur, parce que là, on avait décidé de la repeindre elle-même, donc non plus en tant que sujet, mais en tant qu'objet. C'est-à-dire qu'on passait d'un portrait à une nature morte. Alors cette notion de nature morte, d'ailleurs, elle est assez importante dans votre œuvre. On la retrouvera tout au long des images qui passent là. Et je pense effectivement on peut voir sur les écrans des images de votre œuvre. Alors j'aime bien l'idée de m'arrêter comme un petit clin d'œil sur celle-ci une seconde, hein, puisqu'il s'agit, comme vous le voyez, de Too Many Monas, donc une œuvre qui se réfère au fait qu'à un moment donné, la Joconde a été volée au musée du Louvre, hein, et que les experts ont dû déterminer quelle était la vraie Joconde. Il s'agit évidemment ici, en tout cas je le vois comme ça, d'une allusion à l'œuvre de Duchamp, donc d'une allusion sans doute à cette œuvre que je mentionnais tout à l'heure, qui montre la Joconde munie d'une moustache. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que votre œuvre va dans un jeu ou vers un jeu de plus en plus complexe avec le médium, un jeu qui va jusqu'à se déployer dans l'espace. Donc comme on l'a vu dans ces premières images, il s'agit dans un premier temps pour vous de reproduire d'une certaine manière la photographie dans son intégralité, y compris son cadre. Il s'agit dans un deuxième temps, comme on le voit ici et comme on le verra peut-être dans une ou deux œuvres suivantes, d'apposer une couche d'argent sur l'œuvre qui lui donne une dimension
proprement photographique, en tout cas une dimension de jeu avec la photographie. Est-ce que vous voulez nous parler de cette décision que vous avez eue d'apposer une strate picturale? Oui. Alors c'est une strate... Il faut parler dans le micro. Dans le micro. C'est une strate qui est fabriquée avec un lavis spécial avec des pigments d'argent. Donc il y a plusieurs couches de pigments d'argent qui sont appliquées sur la peinture et qui créent un effet de flou. En fait, quand c'est très éclairé, le pigment d'argent, les cristaux reflètent, donc on ne voit plus rien. Et c'est que dans la pénombre où on peut deviner les formes qui se trouvent derrière. Et en fait, justement, cette peinture d'avant, avec le canard inquiétant, c'est en fait la sommeil de raison engendre des monstres. C'est un déplacement qui était impliqué avec ce petit canard qui, dans le contexte, devient inquiétant. En tout cas, on a effectivement plusieurs œuvres photographiques qui ont cette strate d'argent, j'allais presque dire d'argentique, dans une sorte de lapsus. Et effectivement, moi, ça m'a fait penser en tout cas à ce que disait Duchamp quand il disait qu'il apposait un titre comme il aurait apposé une strate de vernis supplémentaire sur l'œuvre. Et ici, je pense effectivement que dans cette strate supplémentaire de peinture, qui est une strate d'argent qui joue avec le médium photographique, s'exprime donc cette dimension de jeu avec le médium de l'œuvre. Donc peut-être, effectivement, on peut aussi maintenant réfléchir à la manière dont votre œuvre, et c'est là qu'on retrouve aussi ce qu'on pourra analyser dans l'œuvre de Rachel de Jode. Votre œuvre, effectivement, s'étend dans l'espace, se développe dans l'espace. Peut-être on peut aller une ou deux diapositives plus loin. Alors ça, c'est voilà, exactement. Merci beaucoup. Et on voit ici, donc ça, c'était une installation qui a été faite pour le prix de la Fondation Ricard que vous avez remporté, et ce qui a permis ensuite donc au Centre Pompidou d'acquérir une de ces œuvres qui effectivement part d'un élément photographique. Est-ce que vous pouvez nous décrire effectivement la manière dont vous avez commencé à travailler avec le volume à partir d'éléments photographiques? Ce bichon, qui a été fait en 2017, a descendu du tableau. En fait, il a fait un pas de côté. C'est un détournement. Donc, il a fait un pas de côté du tableau et il permet de voir. En fait, il est fait pour être déplacé dans la pièce. Et il permet de détourner des choses qui se trouvent autour de lui. Comme une sorte de parasite qui viendrait gêner toute la lecture du reste. C'est comme un gros mot dans une phrase. En fait. Alors, comme un gros mot dans une phrase, est-ce que ça ne nous fait pas penser à une œuvre de Marcel Duchamp, qui est donc une de ses dernières œuvres picturales, œuvre qui s'appelle « Tu m'aimes ». Pardonnez-moi, mais vous avez tous compris de quoi il s'agissait. Tu m'emmerdes, évidemment. Et donc, est-ce que ce n'est pas une manière de se référer à cette œuvre? Puisque dans cette œuvre, il y a un goupillon, les choses avec lesquelles on peut nettoyer des verres, qui surgit de l'œuvre. Et cette œuvre avait été commandée par une collectionneuse qui n'avait plus les faveurs de Duchamp. Et d'une certaine manière, ça l'emmerdait de faire cette œuvre. Est-ce que vous vous référez à cette idée en montrant ici ce bichon qui sort d'une certaine manière du tableau pour la première fois, et vous arrivez cette fois-ci pour la première fois à une expansion de votre œuvre dans l'espace? Pour tu me, je ne suis pas sûr que c'est tu m'emmerdes. Hein. Ça peut être tu m'aimes, tu m'ennuies, tu me désespères. Je crois qu'il a il s'est pas mal exprimé sur la question quand même. Étant tout seul comme ça dans la pièce, il avait peut-être le rôle, parce que l'origine du mot chien, ça vient du mot cynique. Enfin, le cynique vient de la même origine que le mot chien. Et c'était très intéressant justement qu'il ait ce rôle de perturbateur. Donc, peut-être qu'il y a ce lien avec tu me. Et donc ce petit bichon s'est évadé dans l'espace. Il a d'abord remporté le prix avec l'ensemble de l'installation qui est beaucoup plus vaste. Il a remporté le prix
de la Fondation Ricard. Le prix, c'était en 2009. C'était une expo. 2009, Ouais. pardonnez-moi, Ça, c'était une autre expo. c'est le stress soudain de dire de ce que je raconte. Donc ce prix. Et ensuite, ce petit bichon s'est évadé vers les collections du Centre Pompidou, où il est maintenant toujours visible d'ailleurs, toujours exposé au sein des collections. Et là, donc, ce qui nous plaisait, c'était qu'il y a ce motif kitsch ou trivial, justement devant la Madone de Raphaël derrière. C'était cette opposition des deux. Et le fait que les deux, en circulant dans l'espace, créent une sorte de lien étrange. Et donc effectivement, ça c'est votre première œuvre qui s'étend dans l'espace. Je voudrais juste m'assurer, est-ce qu'on entend bien le micro? Parce que moi, oui, on entend suffisamment dans la salle, ça va? D'accord, quand vous parlez aussi. Très bien. Super. Donc effectivement, ce bichon est la première œuvre qui connaît une expansion dans l'espace, qui est basée sur une œuvre photographique. Et peut-être, voilà, on peut voir là l'œuvre qui a été présentée au Centre Pompidou pour le prix Marcel Duchamp, et qui est donc, là encore, une œuvre picturale, mais il est beaucoup plus clair de voir à quel point elle est basée sur le médium photographique et sur un jeu avec celui-ci. Donc cette œuvre s'appelle 8 ou 9 peintures, pour réfléchir si l'on peut continuer ainsi. Et elle montre un ensemble de peintures. Donc peut-être tu peux développer comment vous avez... voilà, de quoi est constituée cette œuvre, qui est une œuvre très importante dans l'espace. Vous verrez à l'image d'après qu'il s'agit d'une installation de plusieurs mètres de long et de large. Oui, ça faisait 4 mètres de haut et 16 mètres, je crois, de large. L'exposition était très importante pour nous, donc on aurait pu faire des tableaux comme on les fait d'habitude, normaux, mais on avait besoin de cette prise de risque de casser le jouet, peut-être. Et là, c'était de synthétiser tous les éléments, de faire une sorte de tas de peinture. Un accrochage en tas, donc il y aura une peinture abstraite, une nature morte, deux nus, un masculin, un féminin, une fleur et un chien. Alors ces éléments qui sont là, qui sont, comme vous me l'avez dit, ce qui m'a évidemment fait hurler de rire, découpés à la scie sauteuse, sont des éléments à l'origine photographiques que vous avez collectés sur Internet, comme la plupart des éléments que ensuite vous reproduisez. On peut voir ici aussi encore la manière dont vous travaillez sur le volume, mais aussi dont vous travaillez à partir d'images photographiques collectées sur Internet. Je ne sais pas si vous voulez dire un demi-mot de cette œuvre. En tout cas, on peut en dire les titres déjà. Il y a Zizi, c'est le chat de Manet, celui qui était sur l'Olympia. Et derrière, il y a un jeune homme avec des fleurs jaunes. Donc le rapport était évident entre les deux. Donc effectivement, votre œuvre s'évade dans l'espace et travaille beaucoup avec cette tridimensionnalité depuis ce moment-là. On l'a vu encore assez récemment dans une exposition au Portique. Je ne me trompe pas, tout à l'heure j'ai fait une interversion. Non, merci beaucoup. Dans une exposition au Portique qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Je pense que pour finir sur cet aspect de la discussion avec vous, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un jeu du champion avec le médium, et notamment avec le médium photographique? La peinture est toujours une question de stratégie du regard. Donc, Duchamp a mis plein de pièges, et je crois que quand on peint, on fait des pièges. Faire une installation dans un espace, c'est faire un piège. On dirige à peu près comment les choses arrivent, comment on va les voir. Faire un tableau, c'est la même chose, tout est construit. Il y a une sorte de décalage entre l'objet, l'image, le titre. Donc ce qu'on aime, je crois, dans la peinture, c'est que c'est comme un millefeuille sémantique. C'est une multitude de couches qui vont à la fin faire quelque chose, peut-être créer un sens dans ce petit décalage. Et effectivement, cette stratification picturale, elle apparaît aussi dans votre œuvre comme une stratification complexe de signification. Et c'est ça qui la rend vraiment d'une richesse vraiment importante à mes yeux en tout cas. On voit ici une de vos œuvres assez récentes où on voit comment se développe le jeu. Évidemment, je vous montre cet écran, mais vous le voyez sur les deux écrans qui sont là. Et on voit ici comment vous développez aussi le jeu avec le médium lui-même, puisqu'il s'agit donc d'une œuvre basée sur une photographie qui s'est fait manger de manière réelle ou imaginaire par une souris.
Et le nom de cette œuvre s'appelle Still Life, Eaten by the Mouse. Et il s'agit donc de cette photographie, en tout cas d'une page de magazine qui a été dévorée par une souris. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots supplémentaires sur cette œuvre? Oui, mais c'est un peu la suite du portrait qu'on a vu avant. Sauf que là, l'image, effectivement, s'est fait vraiment manger par une souris. Parce qu'on avait une grosse caisse en bois remplie d'images, et quand on a déménagé, il y avait une souris avec, qui en est morte d'ailleurs. Ce qui nous plaît avec cette série, c'est donc de représenter l'objet en tant que tel, c'est toucher à la vanité. On a vraiment quelque chose avec le temps qui passe et le fait qu'un portrait devient une nature morte. Que c'est presque comme Oscar Wilde, enfin, ce visage qui s'abîme, qui est l'objet. L'histoire de Dorian Gray, et c'est aussi le passage du temps qui laisse des traces. Donc tout est censé être taché, pollué et recouvert par la peinture, étant donné que c'est la peinture. Alors on voit ici des œuvres qui sont peut-être un peu plus récentes. On voit qu'elles s'amusent d'une autre manière avec le médium photographique. Peut-être avez-vous vu déjà, je me demande si c'était montré à la FIAC ou à Paris Photo, l'œuvre donc d'un artiste qui effectivement s'est emparé du cadre photographique et y a apposé d'autres éléments. En tout cas, personnellement, ça m'a évoqué cette œuvre et j'ai imaginé, peut-être totalement à tort, que vous avez vous-même joué avec votre œuvre et avec le médium photographique de cette même manière. En fait, est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre et la manière dont vous l'avez composée peut-être? Là, on a pris un cliché vraiment à la con, enfin, un paysage qu'on trouve comme sur les cartes postales. On l'a peint une première fois, donc c'est cette version. Le cadre, c'était la suite des découpes du prix Marcel Duchamp. Donc c'était sortir du format. En fait, on a toujours adoré sortir du format, que ce soit par le sujet, la couleur. Là, c'est vraiment redécouper le tableau presque à la manière d'un retable. Après, les canettes de bière au-dessus, c'était comme une fin de partie, comme une fin de fête. C'est pour ça que le tableau s'appelle Mélancolique, le Sunset. On voit les bouteilles de bière qui sont la fin de la fête. Et peut-être on verra dans le tableau suivant, effectivement, qu'on retrouve ce même procédé. Oui, en fait, c'est la même image. Ce qu'on voit là, c'est le résultat de la première séance de peinture sur le tableau d'avant. Donc en fait, toutes les gouttes, c'est vraiment l'image quand on peint avec. Ce qu'on s'en sert un peu comme d'un rétroviseur, on la pose à côté du tableau et elle se salit, elle se dégrade. Et en fait, c'est cette évolution-là qui, pour nous, rend la chose plus intéressante. Donc effectivement, vous jouez avec cette condition photographique qui fait partie intégrante de votre œuvre, finalement, d'une manière ou d'une autre. Et pour finir, avant de passer la parole à Rachel Dejotte, enfin d'échanger avec Rachel Dejotte sur cette notion de jeu avec le médium photographique dans son œuvre, peut-être vous pouvez nous donner quelques mots sur ce mot cher à Marcel Duchamp aussi, qui était originellement le mot de quelqu'un d'autre, du grand Léonard. Oui, donc il y a en fait beaucoup de peintres, moi-même j'ai déjà dit ce truc un peu tarte à la crème, pittura e cosa mentale. Et une fois je l'ai mal compris, j'ai entendu pittura e cosa è mentale. Et j'ai trouvé que ce décalage avec le jeu d'esprit, puisqu'on en est là, c'est un jeu d'esprit. Le jeu d'esprit et le jeu de mots, qui est encore une fois totalement du Champien. Donc vous l'avez compris, l'idée est de dire donc de reprendre cette phrase, la pittura è mentale, donc la peinture est quelque chose de mental, et de le traduire sous la forme de jeu de mots, qui est donc le processus qu'affectionnait particulièrement Duchamp, sous la forme donc d'une chose émentale, à partir évidemment d'une image photographique. Et en plus parfois ça pue et ça a quelquefois mauvais goût. Ce qui là encore se réfère à la manière dont Duchamp aborde la question de la peinture et l'odeur de la peinture évidemment. Donc après avoir brossé ce panorama, c'est vraiment terrible comme exercice, on aurait envie que ça dure 2 heures, on a l'impression d'à peine aborder les choses, c'est très compliqué et enfin heureusement on peut passer au travail de Rachel Dejotte, mais effectivement ça permet de voir à quel point le jeu avec la condition photographique fait partie intégrante
du champ artistique aujourd'hui. Et je pense aussi que la porosité entre les médiums est vraiment quelque chose qu'on observe d'ailleurs beaucoup cette année à Paris Photo. Moi qui travaille depuis assez longtemps sur cette question du jeu avec le médium, j'étais assez impressionnée de voir comme cette année beaucoup d'œuvres se réfèrent à cette question. Je pense que dans ce jeu avec le médium, cette hybridation des médiums, effectivement, il y a aussi quelque chose de très transgressif. Je parlais tout à l'heure de la transgression qui était produite par les avant-gardes des années 1920-1940 qui avaient entamé ce jeu. Mais d'une certaine manière, la transgression se produit toujours aujourd'hui. Je pense que ces artistes, que ce soit Rachel de Jode ou Tursik Émile, sont les avant-gardes d'aujourd'hui. Et que d'une certaine manière, le jeu auquel ils jouent fait écho à ces jeux des avant-gardes des années 20-40, mais avec tous les outils de la modernité. Et que cette notion d'hybridation du médium, même si évidemment elle puise sa source dans l'histoire de l'art, elle a été réactualisée par ces artistes dans leur travail. Donc moi j'aimerais d'abord remercier maintenant Tursik Émile de nous avoir parlé. Moi on aimerait que ça dure 2 fois plus longtemps. C'est juste terrible. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse échanger avec Rachel de Jode et ensuite on pourra passer la parole à la salle. Donc Rachel de Jode, vous avez aussi une œuvre qui est articulée presque entièrement autour de la notion de jeu. On déploiera tout à l'heure cette explication, la signification que ça revêt dans votre œuvre, qui est multiple. Il ne s'agit pas d'un jeu à un sens du terme, mais à plusieurs sens du terme, qui opère aussi par stratification. On y reviendra. Et donc, avant ça, je vais peut-être donner quelques éléments biographiques. Donc, vous êtes né en 1979 aux Pays-Bas. Vous travaillez et vous vivez à Berlin. Vous êtes diplômé de la Gerrit Rietveld Academy à Amsterdam. Et depuis les débuts de votre travail, vous avez rencontré beaucoup de reconnaissances. Vous avez remporté plusieurs prix, notamment en 2017, le Mondrian Fonds Project Grant. Vous avez obtenu également plusieurs résidences. Vous avez par exemple résidé de ce fait aux États-Unis. Vous avez aussi pu bénéficier d'autres aides. Vous avez eu de nombreuses expositions qui, pour la plupart, ont été revues. Pardon de ne pas avoir parlé de l'immense littérature critique qu'il y a sur votre œuvre, Tursik Émile. Je suis désolée, on ne peut pas parler de tout en si peu de temps. Mais évidemment, j'allais là me référer à des articles critiques parus notamment dans Art Forum sur l'œuvre de Rachel de Jode. Et évidemment, il y a eu aussi un très grand appareillage critique déjà produit sur l'œuvre de Tursik Émile. Donc effectivement, votre œuvre a été, Rachel de Jode, dès le départ, très souvent traduite dans la presse critique. Elle a fait aussi l'objet de plusieurs essais au sein de livres dédiés au jeu avec l'image photographique. Pas tellement au sens où je l'entends moi-même d'ailleurs. Je pense que c'est 2 manières totalement différentes d'appréhender les choses. Néanmoins, effectivement, c'est une œuvre qui est importante à plus d'un titre. Donc ici, sur cette première image, on découvre une des premières, pas la première, on en a parlé ensemble, Rachel, déjà, mais on découvre une des premières expositions dans laquelle ce jeu avec le médium a commencé à se déployer dans l'espace. Peut-être, Rachel, en guise d'introduction à cette demi-heure que nous allons passer ensemble pour développer le travail sur votre œuvre, vous pouvez nous parler, pour commencer, de cette installation dans laquelle se dessine le volume et ce jeu de regard tellement intéressant entre des petits cadres photographiques et des œuvres qui se déploient dans l'espace. Yeah, hello. Thank you for inviting me. That's what I want to say first. This was a show I did in 2014, so it's already a little bit away from me. But it was the first solo show I had in Europe, and for me, this was really important to not hang anything on the wall. It was all spatial.
And actually, the entire installation, I see that also as one work. So of course there are different elements, but they act together as one piece in the space. And here I was thinking really about the agency of materials and my own agency and how things act and how I act together with them, together with the space, the exhibition space, and also the visitors, how they are more or less complicit in this exhibiting business or this way of, what art making is, the process of art making. So, yes, I mean, the use of photography is, of course, the representation of these objects, of these materials. So you see photographs of different sculptural materials, such as clay or marble, stone, things like that. And then there's my hands working with those materials visible on the small frames. And then I photographed different parts of my skin. And together they kind of melt into this one work in that space. Yeah. Donc effectivement, ce jeu avec les matériaux, en fait, fait partie vraiment de votre travail. Peut-être on peut effectivement passer aux images suivantes, où là, effectivement... non, mais celle-là, c'est parfait, ces images-là, où effectivement, vous avez commencé à travailler à partir à faire un travail photographique à l'origine sur des pierres, hein, et où en fait vous avez commencé à rendre cette notion de volume, à déployer votre œuvre dans l'espace. Personnellement, j'aime énormément cette installation que j'aurais adoré voir en vrai. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Mais peut-être vous pouvez effectivement nous en dire un peu plus avant qu'on aborde aussi peut-être les deux modalités de la manière dont le jeu intervient dans votre œuvre. Yes, so here I made this during a residency I had in Stuttgart, where they have the largest mineral collection, and I was very inspired, fascinated by minerals and also crystallization processes, so how minerals grow. And I decided to make a mineral out of my own body to become a mineral. So of course that's not scientifically possible, but that was the trajectory. And that resulted in me casting different body parts, making very small sculptures, and then in the end photographing those works, because I think in my practice I'm always between sort of the real and then the photograph of the real, and then back to the real and back to the photograph. And that also has a lot to do with the screen, because myself I'm always on the screen, and I also consume a lot of art on the screen. So like, it's not necessarily that I make the work for the screen, but it's more the way of seeing that changes the way of making for me. So I decided to make the works immersive, so they're very large. Above 2 meters in the space, and to place them as a group together, as a sort of choir almost, that you enter and you can walk through. Et effectivement, si on peut montrer les images suivantes, peut-être encore celle d'après, on verra comment est-ce que ces œuvres fonctionnent. C'est absolument stupéfiant de les découvrir comme ça, surtout quand on n'a pas vu l'exposition. Moi, effectivement, j'ai une sorte de stupéfaction en fait en découvrant l'arrière des œuvres. Et j'imagine que c'est la même chose pour vous. On découvre effectivement qu'il s'agit tout simplement d'une photo plane, et non pas donc d'un volume comme on aurait pu l'imaginer. Alors peut-être maintenant qu'on a commencé à entrer dans votre œuvre par ces biais-là, on peut effectivement réfléchir à la manière dont la notion de jeu irrigue la totalité de votre œuvre finalement. Alors d'une part, vous jouez avec le médium dans cet aspect tridimensionnel. La plupart de vos œuvres jouent avec cette tridimensionnalité.
Et elle se déploie dans l'espace, hein, comme on va le voir tout au long donc, de ces photographies de vos œuvres. Et d'ailleurs, en général, il s'agit beaucoup de photographies d'installation, puisqu'effectivement, la plupart du temps, ce sont des œuvres qui se déploient dans l'espace. D'autre part, la notion de jeu se développe beaucoup chez vous en référence à la notion anglaise de play, c'est-à-dire de pièce de théâtre. Voilà, donc peut-être on développera ces 2 points avant, d'ici 10 petites minutes, de laisser la parole à la salle. Et donc, par rapport à ce premier point, c'est-à-dire à ce jeu avec le médium et la tridimensionnalité, peut-être effectivement, on voit défiler ces œuvres, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce jeu avec l'espace, sur la manière dont vous-même vous travaillez avec l'espace. Yeah, space for me is part of the work. So the space is another element that has agency and that is decisive for the work to be seen. In another slide you can see that I did at the Galerie Christophe Gaillard here. Exactly, that's maybe interesting. This is a space I built within the space. So the walls, there are 3 walls, and these walls are the work, basically. So it's one thing, it's a stage, and I also, due to our sort of digital condition, I believe that most people, or a lot of people, see art through the internet, mostly. So the gallery, of course, then transforms into a sort of setting, photo space, where things can be photographed and then networked and circulating on the internet. So when the space turns into a stage, I also turn the space into a stage. So that's how I see those white walls. They're kind of a signifier or a necessity for a work to make a work. So I play with them and I create them and join them into the work, yes. Et donc effectivement, on le verra dans les autres œuvres que vous allez voir là. Ce qui est vraiment très intéressant dans votre œuvre, c'est que vous jouez d'une part avec les médiums eux-mêmes, c'est-à-dire que vous-même, dans l'atelier, en fait, vous travaillez avec différents médiums. Donc on a vu tout à l'heure la pierre que vous photographiez, là c'était pas à l'atelier, mais voilà, mais aussi avec tous ces médiums que sont la peinture, la clay, excusez-moi, tout d'un coup j'ai pas le mot français, l'argile, pardonnez-moi, l'argile et tous ces éléments que vous travaillez matériellement, physiquement dans l'atelier et que ensuite vous photographiez pour procéder ensuite à des collages de ces images des matériaux. Est-ce que vous pouvez développer pour nous ce processus complexe et hyper intéressant dans votre travail? Yeah, so in my recent work, I photograph surfaces of different sculptural and painterly materials, most recently only paint and canvas parts. What I find interesting is that those materials have a certain state, so that is always passing. Actually, you were also talking about the vanitas and how things pass and get eaten and stuff. So what I like is when clay is one thing and a second later it's another thing. And that malleability and also ephemerality, I try to capture that, or I always like to say I have a conversation with these materials and then I photograph them. And from that, I now have like an image archive of over 10,000 images where I select and use different parts to make either collages, or I use them sculpturally or in different ways. So I do use sculptural materials, but I use the
photographic representation of these sculptural materials in my work. On voit d'ailleurs à quel point vous jouez, enfin jusqu'à quel point vous jouez avec les médiums et avec l'hybridisation des médiums, puisqu'on vient de voir en fait un élément qui joue avec la notion de cadre pictural. On voit ici qu'il s'agit en fait pareillement d'images, de photographies que vous avez pris des matériaux et que vous avez ensuite transposés sur des toiles. Donc en fait, ce qui pend comme ça, c'est effectivement des toiles. On voit vraiment cette dimension complètement ludique. On parlait tout à l'heure au sujet de l'œuvre d'Annegret Solto d'une dimension jubilatoire. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là avec cette sorte de transgression permanente du médium dans votre œuvre. Donc effectivement, cette œuvre, parmi d'autres, fait partie d'une exposition qui était à la galerie Christophe Gaillard, je crois, en 2018, et qui était une exposition qui comportait aussi des œuvres performatives, dans laquelle effectivement se déployait pleinement cette notion de jeu au sens pièce de théâtre, play en anglais, play, donc une pièce de théâtre. Peut-être vous pouvez développer aussi ça, c'est-à-dire cette manière dont pour vous, bien sûr vous créez des œuvres, mais vous créez peut-être aussi ou avant tout des sortes d'installations qui sont des jeux au sens théâtral du terme. Donc peut-être pour replacer dans ce contexte, je crois qu'on peut citer Shakespeare qui effectivement estimait que la vie était telle une scène de théâtre. On peut aussi le resituer par rapport à Erving Goffman, qui est un sociologue qui a inspiré largement l'œuvre de Martha Wilson, qui, comme vous le savez, est en ce moment, petite parenthèse, exposée au Centre Pompidou. Et donc, Erving Goffman a donc été un sociologue qui travaillait beaucoup sur cette notion de jeu social et sur cette idée que toute la vie était une sorte de jeu ou de scène. Et Rachel de Jotte, je crois que dans votre œuvre, même si vous ne vous y référez pas de manière volontaire à ce penseur-là, en tout cas intervient énormément cette idée justement que quand on entre dans l'espace d'exposition, on entre d'une certaine manière sur une scène, et ça, vous le traduisez dans votre œuvre. Yeah, especially in this show, this was very important to me, that the works are actors within the play of the gallery space, and that the viewers, like in the image before where you see the three walls that I built, the gallery within the gallery space, it was interesting that the visitor was almost afraid to enter the space because they didn't know if it was the work or if it was, if they were allowed to enter. Which then makes the visitor or the viewer also an actor within it. So I think what I want to achieve is that the works are acting together. They're talking to each other. I also really talk to the works. I'm like, okay, you're going to hang here, you're going to hang here. It's like they have a conversation with each other. So it's never really one thing. It's those elements combine or playing together within a play. We say the word play a lot, but yeah, it's. Et je pense qu'effectivement, cette dimension qui est présente dans votre travail, elle permet aussi de s'amuser avec cette idée de jeu avec la condition photographique. En tout cas, le temps passe tellement vite, c'est affreux, il ne reste plus que 10 minutes pour que vous puissiez poser des questions. Mais pour finir donc sur cette notion de jeu avec la condition photographique, je pense qu'on a vraiment réfléchi aujourd'hui, que ce soit dans cette première rencontre avec des artistes historiques, Annegret Solto et Klaus Rinke, ou dans cette deuxième rencontre. Et d'une certaine manière, je suis presque soulagée que le troisième intervenant ait eu un empêchement, parce que quand je vois le peu de temps qu'on a déjà pour se parler et pour parler d'œuvres qui mériteraient beaucoup plus de temps, finalement, on est bien content qu'on ait pu quand même consacrer un petit peu plus de temps au travail de chacun d'entre vous. On voit donc que cette notion de jeu avec la condition photographique, elle demeure extrêmement riche et opérationnelle, donc pour parler d'un certain nombre d'œuvres
aujourd'hui. Pour finir sur l'œuvre de Rachel de Jode, avant de vous passer la parole, on observe ici, donc peut-être on peut avancer un petit peu dans les slides, et on observe ici effectivement une exposition assez récente que vous avez faite dans votre galerie anglaise et qui montre des œuvres qui semblent à première vue des œuvres picturales. En réalité, il s'agit uniquement d'œuvres, là encore, de photographie et d'un jeu avec ces matériaux photographiés. Est-ce que vous pouvez nous parler pour finir sur voilà, cette série? Yes, I mean, if you see now all the works, you kind of see it developing more and more in this direction that I'm now at. Here I photograph different painterly materials in ephemeral states. So that's all wet paint or torn canvases, different things that I play with, or I have these conversations with, and then work in Photoshop to create these digital collages. But what I really wanted to research was also how lines forms are combined and how shadows play a role, shadow is also something, of course, that it goes, that is not static, it's not a static object. So within those little elements that I've photographed and placed together and combined and collaged, especially the shadows are very important. And I like to, of course, as you see, it's abstract, and it also has inspired by different abstract expressionist artists, which I found it interesting to go back to that. Maybe also because of, I don't know, this sort of utopian idea of the individual expressing himself. And I made them during the Corona crisis, or just in the beginning, where I was looking on the screen a lot. And of course, if you look, or at least I do it, I think everyone does, you just kind of zoom in and you see really, the phones are so good, so you see a lot of details that you might not even see when you physically see in artworks, the details of the canvas and the fabric. So most of these elements are quite are close up. They're also printed very large, and this gain also through technology is interesting. I think that we gain better vision almost, and to play with that and use that within the work. And then, since it was Corona, I was on Instagram a lot, and I started selling miniature versions of these works, which shipped to like smaller collectors and friends and other artists. So the works themselves, they also traveled and are now, the idea was like Duchamp's Boîte en Valise, so it's like a miniature version of a work that can be traveled with, taken somewhere, hanged wherever you want. So it's like partner or object that, is, like a bottle you can have. So there's one always of these works are a miniature version available and the large human size version. En tout cas, pour finir effectivement sur cette série, parce que je vois que le temps passe tellement vite que si on veut avoir quelques minutes de questions dans la salle, d'échanges avec vous, on est déjà obligé de finir, mais vous avez, voilà. Mais effectivement, par rapport à cette idée, et c'est aussi pour ça que j'adorais l'idée d'inviter Rachel de Jode d'une part et Tursik Émile de l'autre, c'est qu'effectivement, on a un jeu avec la peinture et la photographie qui est quasiment homothétique. C'est-à-dire que dans un cas, on a des artistes qui sont des peintres, qui jouent avec le médium photographique, et dans un autre cas, ici, on a au contraire quelqu'un qui travaille exclusivement avec la photographie et qui fabrique d'une certaine manière des peintures
qui ne sont que des photographies. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à réussir à intégrer la totalité du processus parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de mal sans voir l'œuvre, puisque malheureusement, on a dû faire notre studio visite à distance pour les raisons qu'on connaît tous. Et je trouve effectivement que c'était vraiment incroyable de découvrir la dimension picturale de cette œuvre qui est uniquement un collage numérique fait à partir de photographies de peinture. Voilà, je pense qu'on a un peu bouclé la boucle. J'espère qu'on a une petite minute ou deux pour poser peut-être une question à Tursi-Kémil et une question à Rachel de Jode. Et déjà, on devra se quitter. Je vois qu'il y a une question. Thank you for your presentations. I really like the title of this like conversation, the game, as a photographic conditions. And in terms of its game always have rules or like a win and lose. And as an artist, I have a question for you. What is your limitations of a photography as a medium? What do you think is like a limits or like a boundaries? What can photography do and what cannot photography do as a material of your work? Actually, to my opinion, I think there is no limit. And I think the hybridization made that there's no limit. There's plenty of artists today working with the photographic condition. And I think here you have two of them, but you can have invited a lot of others. Maybe I can return the question to Rachel de Jode. What do you think? Thank you for the question. I agree that there's no limit. It's the only limit there is that it's static, of course, that it doesn't really, that you always make something that is not static through photography, but the limit in terms of hybridization or playing, I think is unlimited, or at least, yeah. Mais je pense précisément qu'il n'y a pas de limite à ce jeu avec le médium et que précisément c'est pour ça qu'il est tellement important dans le champ artistique aujourd'hui. Et effectivement, je suis effectivement en train de travailler à une publication sur la question, mais je pense qu'aujourd'hui ça joue un rôle fondamental dans le champ artistique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il y a un début d'hybridation entre le champ photographique et artistique. Il y a une autre question qui serait peut-être un petit peu plus pour Tursi-Kémil, qu'on a la grande chance aussi d'avoir avec nous. Ou une question générique, on a encore une petite minute si on veut. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir assisté à ces talks. Merci à ceux qui ont assisté aux deux, merci à ceux qui ont assisté à un des deux. Et je voudrais surtout remercier les artistes d'être venus jusqu'à nous et de s'être livrés à un exercice affreux pour un artiste qui est de parler en public. Parce que déjà, pour les critiques qui ont l'habitude de manier le langage, mais plutôt par écrit, c'est parfois un peu flippant. Mais pour les artistes qui ont plutôt l'habitude de s'exprimer par d'autres moyens, c'est une modalité d'expression qui n'est pas leur modalité la plus habituelle et donc je vous remercie d'autant plus d'avoir accepté de jouer ce jeu et je pense qu'on peut vraiment applaudir Tursi-Kémil et Rachel de Jode d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous et voilà. End.